Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale et co-auteur avec l'économiste Nicolas Bouzou d'un livre intitulé « Sagesse et folie du monde qui vient », un ouvrage publié chez XO Éditions. Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Vous êtes heureux de vivre dans cette époque? Ah oui. Moi, mon rêve, ce serait de vivre encore 50 ou 60 ans pour voir comment cette révolution de l'intelligence artificielle va tourner, notamment du côté des biotechnologies, de la médecine, du transhumanisme. Tout ce qui se passe en ce moment est absolument passionnant. Peut-être dangereux parfois, mais en tout cas absolument passionnant. Ouais. D'où votre coup de colère contre ceux qui sont pessimistes jusqu'au boutiste, quoi. Oui, très souvent, ce sont des gens qui ont été marxistes, engagés, maoïstes, trotskistes. Enfin, tous mes amis en 68 étaient maoïstes, trotskistes, communistes ou anarchistes. Bon. Et en vérité, très souvent, ils sont devenus pessimistes parce que c'est leur monde qui s'est écroulé. Moi, j'ai des amis qui étaient communistes. On était très proches, je les aimais beaucoup. Et donc, certains se sont suicidés quand leur monde s'est écroulé. Je ne veux pas citer de nom, mais non des moindres. Et je pense que le pessimisme des intellectuels français, des meilleurs, aujourd'hui, il est très largement lié au fait que leur monde s'est écroulé. Mais il s'écroule en 89 avec la chute du mur de Berlin. On a pensé qu'il y avait une mondialisation heureuse. Pourquoi ça revient, ce pessimisme? On a pensé, et là vous faites allusion à Alain Minc, mais en vérité, non, ce qui est resté chez des gens très intelligents, comme Régis Debray, comme Finkielkraut, autant citer les noms, sont des amis, et c'est pas, ce que je dis n'est pas ni violent ni désagréable, c'est pas ça. Mais ce qui est resté, c'est au fond la haine de la modernité et la haine du libéralisme, ou en tout cas l'hostilité, peut-être pas la haine, mais l'hostilité à la modernité, alors que moi je trouve que cette période est absolument fascinante. Par exemple, beaucoup de mes amis sont nostalgiques de la Troisième République, mais enfin, disons une chose très simple, dans la Troisième République, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et moi je crois qu'il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. La Première Guerre mondiale, c'est quand même 20 millions de morts. La deuxième, c'est 60 millions de morts. Le communisme, c'est 120 millions de morts. Tout ça est derrière nous et c'est quand même une formidable nouvelle. Alors vous faites la part des choses quand même. Vous dites qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Ah oui. Quelles sont les principales, à vos yeux, de s'inquiéter? Et après, on verra ce qui vous enthousiasme. Les principales raisons de s'inquiéter, je dirais qu'il y en a deux majeures. Il y a le retour du fanatisme religieux, qui est quand même un problème absolument considérable. Oui, mais vous dites que c'est pas structurant. Non, c'est pas structurant, ça ne gagnera pas. Voilà. Mais ça peut faire quand même beaucoup de morts et c'est surtout, très inquiétant parce que on a affaire à des guerres asymétriques. C'est-à-dire que le terrorisme est une guerre asymétrique qui peut faire énormément de dégâts avec très peu de moyens. Et puis il y a peut-être aussi, ce qui est vrai, il y a une certaine vulgarité, une certaine bêtise audiovisuelle, pardon de le dire, mais justement sur une chaîne qui échappe assez largement à la critique de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il y a une bêtise. Il y a une bêtise audiovisuelle, il y a une bêtise numérique. Et puis les réseaux sociaux sont quand même très inquiétants, en ce sens que d'abord les rumeurs, les fake news se répandent très facilement, mais aussi les messages de haine, de mort, les insultes. Alors c'est très triste parce qu'on aurait pu imaginer que c'eût été un nouvel espace de dialogue et d'argumentation. C'est pas vraiment ce que c'est devenu. Ça peut se guérir, ça? Très difficilement. Je ne crois pas du tout à la loi contre les fake news, qui est évidemment, enfin pour tous ceux qui réfléchissent un peu, c'est une absurdité, c'est de la com. Ne serait-ce que pour une raison technique évidente, c'est que vous ne pouvez pas poursuivre les retweets, par exemple, ce qu'on appelle les mèmes. Donc quand une rumeur devient virale, vous n'allez pas, le magistrat ne va pas aller poursuivre 3 millions de personnes, ça n'a aucun sens. Bon, c'est complètement ridicule. Donc cette loi, c'est de la pure com. Mais techniquement, c'est absurde. Et puis en plus, c'est pas au magistrat de dire la vérité dans une campagne électorale. Tout ça ne tient pas debout. Mais c'est vrai, c'est très inquiétant parce que, en tout cas, ça fait partie des mauvais côtés du monde. Voilà. Mais on a gagné plus de 40 ans d'espérance de vie depuis 1900 en France. Le SMIC aujourd'hui, le RSA d'aujourd'hui est au niveau du SMIC de 1975. Donc, en termes de niveau de vie, d'espérance de vie, on guérit des cancers qui étaient mortels il y a encore 5 ans. Alors, évidemment, tout ça... Si vous dites au type qui est au chômage que ça va beaucoup mieux, ou si vous dites au type qui est sur son lit de mort en train de crever d'un méchant cancer que c'est formidable qu'on guérit des cancers. Voilà. Et donc ça, c'est le rapport, si vous voulez, qu'il y a entre le court terme, l'immédiateté particulière, et puis les réflexions un peu historiques de fond. C'est que quelquefois, quand on défend qu'il y a eu des progrès, pour les gens qui ne sont pas dans ces progrès, ça paraît obscène. Voilà. Mais c'est quand même la réalité. Et vous l'aimez, ce capitalisme qui n'est pas la fin du capitalisme?
gaulliste. Là, vous vous inscrivez absolument contre ça. Oui, moi je suis un vieux gaulliste. Ça veut dire quoi? C'est comme Victor Hugo. Pour moi, Victor Hugo est un modèle. Vous savez, il y a un texte de Victor Hugo qui est génial. Il dit, c'est très simple, il dit politique de problème, je cite de mémoire, mais je change quasiment pas une virgule. Il dit politique de problème. Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. Et il ajoute ceci, à l'époque c'est très vrai, l'Angleterre résout très bien le premier problème, c'est-à-dire la production des richesses. À l'époque, l'Angleterre est un pays très très avancé, très industriel, beaucoup plus que la France. Très mal le second, parce que c'est le pays le plus inégalitaire qui soit. Et donc je pense que en fait, le vrai débat, il devrait porter beaucoup plus sur le partage de la richesse que parce sur la production. La richesse. Pardon ? On l'a, la richesse. Elle est immense, elle n'a jamais été aussi considérable qu'aujourd'hui, même en France, tout simplement. C'est-à-dire que la richesse française est absolument considérable. Simplement, la question du partage est toujours là. Moi, je suis favorable, non pas comme le camarade Mélenchon, à limiter les revenus. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. En revanche, je suis vraiment favorable au retour du projet d'intéressement et de participation. Si vous voulez, je trouve que ce qui serait logique et vraiment bien, c'est que quand un chef d'entreprise, une entreprise gagne énormément d'argent, il faudrait que les salariés gagnent aussi énormément d'argent. Si vous voulez, moi, je suis dans l'édition, donc je suis auteur, j'ai écrit, je ne sais pas combien, 160 livres. Quand je me mets d'accord avec mon éditeur sur un pourcentage de droits d'auteur, quand il me dit, par exemple, bon, allez, on se met d'accord sur 15%, eh bien, quand il gagne beaucoup d'argent, je gagne beaucoup d'argent, et on est dans le même bateau. Oui, tout à fait. Tandis que quand il y a des écarts de 1 à 1000 ou plus que ça, les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas dans le même bateau. Et c'est ça qui fait D'où le creusement des écarts, des inégalités. Alors, ce n'est pas le cas en France, parce qu'on a un système d'amortissement qui fait qu'il y a... Mais sinon, et ce n'est pas tout à fait le cas non plus dans le monde. Enfin, il faudrait raffiner. Mais d'une certaine manière, les inégalités ne sont insupportables que si elles ne bénéficient pas aux plus malheureux. Voilà. Mais si les inégalités bénéficient à tout le monde, voilà. Ouais. Alors, vous parlez exactement. Ouais, c'est à lui que je pensais, bien sûr. Alors, sauvagement, vous parlez du capitalisme sauvagement concurrentiel. Ben oui, parce que... Comment on peut trouver le bon écart, le bon équilibre? Ce qui est compliqué aujourd'hui, moi je suis encore une fois un républicain de droite, un gaulliste, donc je ne suis pas hostile à l'économie de marché, évidemment pas. C'est elle qui produit les richesses. Après, question participation, intéressement, question partage. Bon. Laissons ça de côté. Mais ce qui est caractéristique de la période actuelle, de la troisième révolution industrielle, c'est que les GAFAM, les Google, Apple, Amazon, Facebook, IBM, Microsoft, et puis les équivalents chinois, ça devient des monstres. Autrement dit, ils sont plus riches et plus puissants que la plupart des États. Et donc, à la limite, les gens qui les dirigent, qui ne sont pas forcément des méchants, mais ils considèrent que les États sont des parasites, qu'ils sont bien plus puissants, bien plus forts, et que c'est eux qui dirigent le monde, ce qui est vrai d'une certaine manière. C'est eux qui dominent le monde aujourd'hui. Et je trouve que ça n'est pas sain, parce que je crois quand même à la politique, et je pense que alors, si on a une vision optimiste, c'est la vôtre, comment on fait ? On les encadre, on les régule, comment on fait? Non, je ne suis pas optimiste à proprement parler. Je plaide pour la lucidité, c'est le courage, l'intelligence et le courage. Donc le courage d'agir. Oui, voilà. Et je pense qu'on va avoir besoin de régulation mondiale. Par exemple, dans le domaine du transhumanisme, ce n'est pas une question de morale, c'est plus que ça. Par exemple, dans le domaine du transhumanisme, on a des biotechnologies qui progressent à une vitesse incroyable. On est capable aujourd'hui, grâce à de couper l'ADN, de couper, coller l'ADN aussi facilement qu'un mot sur un traitement de texte. On va modifier l'ADN humain. Ça peut être formidable parce que ça peut permettre de guérir des maladies atroces comme, je sais pas, la myopathie, la mucoviscidose par exemple, ou la chorée d'Huntington, parce qu'un jour on arrivera à guérir ces maladies grâce à cette manipulation. Les Chinois l'ont fait sur le sida. Exactement. Ça a fait d'ailleurs un scandale, mais en même temps c'est un progrès absolument formidable aussi. Et donc ça a fait un scandale non pas parce qu'en soi c'était mauvais, mais parce que c'était très risqué. Exact. Voilà, parce qu'il pouvait y avoir des effets pervers. Mais ça, vous voyez, je vous explique le risque. C'est que chaque pays, il n'y a pas un sujet qui serait l'humanité qui régulerait. Chaque pays travaille dans son coin. Vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui en Chine, en Corée du Nord, ou même aux États-Unis, ou en Irak sur ces sujets-là. Et donc chacun, ou en Israël, chacun progresse de son côté, mais si l'un trouve quelque chose de génial, l'autre est obligé d'en faire autant. Si la Chine trouve une arme absolument géniale, des drones autopilotés fantastiques, les États-Unis sont obligés d'en faire autant. Et donc le grand risque aujourd'hui, c'est qu'en absence de régulation mondiale, les nations arrivent à produire des choses invraisemblables sans que personne ne puisse les réguler. C'est ça le problème. Comment vous voyez la crise des Gilets jaunes ?
La crise des Gilets jaunes, je pense que... Alors, désolé, parce que vous me ramenez vers la politique un peu politicienne, mais je pense que notre gouvernement a fait 3 bêtises énormes. 1, les 80 km/h uniformes. Gérard Collomb lui-même avait dit, mais laissez les départements décider. 2... Ça doit venir d'en bas, ce que vous dites dans le livre. Et l'augmentation du carburant déguisé en écologie, c'était absurde, parce que, je veux dire, il faut croire que ces gens n'ont jamais vu un ouvrier de leur vie, parce que le SMIC, c'est 1 200 € net. Quand vous êtes à 1 200 € net, si on vous augmente votre budget d'essence de 80 € par mois, voilà, pour quelqu'un qui a gagné des millions, il ne sait même pas que pour lui, ce n'est pas l'épaisseur du trait. Bon. Mais pour quelqu'un qui est au SMIC, et il y a quand même beaucoup de monde au SMIC en France, ça doit être pas loin de 4 millions de personnes, si mes souvenirs sont bons, c'est une catastrophe. Et troisièmement, l'augmentation de la CSG des vieux comme moi, des retraités, c'est insupportable. Donc les 3 en même temps... Attendez, je suis désolé, mais on ne peut pas faire plus con. Élite déconnectée. Voilà, exactement. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui a donné un mouvement anti-élite notamment parisienne. Alors maintenant, les Black Blocs se sont mis dedans, et c'est ça qui a malgré tout discrédité le mouvement, en partie, parce qu'ils étaient 285 000 au début, ils sont 35 000 maintenant, à cause de ces violences. Les violences ont fait beaucoup parler du mouvement, et en même temps, ça l'a beaucoup dénigré. Et donc, voilà. Et un intellectuel comme vous, il croit à la sortie par un grand débat ? Non, pas une seconde, pas un millième. J'ai toujours dit que le grand débat était une vaste blague, et je vous dis pourquoi, parce qu'il faut argumenter. C'est pas... Moi, ce que je dis, et je dirais à Emmanuel Macron, s'il était là en face de moi, je dirais la même chose. Imaginez que sortent du grand débat, ce qui est le cas en vérité, 2 ou 3 propositions qui sont économiquement absurdes, mais qui sont populaires. Le retour de l'ISF, c'est un très mauvais impôt, l'ISF, parce que ça fait fuir les riches et c'est pas une bonne chose pour le pays. Et deuxièmement, la baisse de la TVA, mais la TVA est un très bon impôt. En revanche, parce que l'assiette est large et que ça casse pas. Bon, donc Macron est contre ces 2 mesures. Qu'est-ce qu'il va faire ? Soit il va dire, attendez, je ne prends pas vos souhaits. Dans ce cas-là, on dit, mais pourquoi faire un grand débat si c'est pour dire non ? Et soit il prend, mais dans ce cas-là, il se contredit lui-même. Donc, il se met dans la nasse. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Ouvrez les fenêtres de la météo avec Tecnal. Tecnal, fenêtres, portes, vérandas en aluminium.